Je vais demander à Christian de Pertuis de me rejoindre et à Olivier Dauger qui vont, là aussi on peut les applaudir, qui vont lancer cette quatrième séquence. On se met ici, donc qui va s'intéresser au changement climatique et à l'impact du changement climatique et comment on va replacer justement les agriculteurs que vous êtes comme acteurs de la transition énergétique. Là aussi, c'est une des thématiques parce qu'il faut rappeler le contexte. Christian de Pertuis, je rappelle que vous êtes fondateur de la chaire Économie du climat et professeur à l'Université de Paris-Dauphine. Il faut renoncer aux énergies fossiles et replacer un petit peu l'agriculture comme, en tout cas, acteur de cette transition, on va dire, énergétique. Bien, merci beaucoup. C'est un grand plaisir de partager cet après-midi avec vous. Effectivement, le monde bouge et dans le mouvement, il y a un truc qui va être incontournable dans les décennies qui viennent, mais pendant de longues décennies, c'est le changement climatique. Et de ce point de vue-là, la première chose que je voudrais dire, c'est que les acteurs que vous êtes, vous n'avez pas le choix, hein, on ne pourra pas échapper. Donc, ce qu'on peut faire, c'est anticiper, être proactif, ou ne pas anticiper et subir. Je pense que l'agriculture est de loin l'un des secteurs qui est le plus affecté déjà par les impacts du changement climatique. Mais ce qui est moins connu, c'est que c'est un secteur qui peut jouer aussi un rôle extrêmement important dans les transitions qu'il faut opérer pour aller vers une société bas carbone. Et moi, je suis très frappé que bien souvent, on traite les questions du changement climatique en mettant à part l'agriculture et la forêt. On met le système énergétique, autrement dit le système des fossiles, et puis l'agriculture et la forêt, les changements d'affectation des sols, comme si, vous, agriculteurs, vous n'étiez pas des producteurs d'énergie. Alors je pense que cette représentation, elle est mauvaise. Elle est mauvaise parce que depuis très longtemps, l'agriculture est une très grosse productrice d'énergie pour le système énergétique classique. Je rappelle juste qu'en 1950, il y avait plus d'un quart de la sol céréalière qui était en avoine. Ce n'était pas parce que les agriculteurs mangeaient de l'avoine au petit déjeuner, c'était évidemment pour alimenter les animaux de trait, et c'était la première source d'énergie utilisée. Bon. Beaucoup plus de superficie en avoine qu'aujourd'hui en biocarburant, et c'est exactement la même fonctionnalité. Mais toutes les productions alimentaires que nous consommons tous les jours, qu'est-ce que c'est? C'est le système énergétique primaire, c'est notre carburant qui nous... Donc, moi, je pense que la bonne distinction, ce n'est pas entre énergie d'un côté, agriculture et forêt de l'autre, comme on le présente souvent sur les questions climatiques, c'est entre carbone fossile et carbone vivant. Et l'agriculture, sa grande particularité par rapport au système climatique, c'est qu'elle travaille le carbone vivant. Et lorsque on réfléchit aux contributions que pourra faire l'agriculture, notamment sur les transitions énergétiques et écologiques, il faut évidemment intégrer ce fait que vous êtes intégré dans le système du vivant. Et on ne pourra pas dissocier les évolutions du climat et les adaptations qu'il faudra faire avec les questions de biodiversité qui ont été traitées avant la pause. Alors ça, c'était le premier message. La bonne distinction par rapport aux problématiques de transition énergétique, ce n'est pas le système énergétique d'un côté, l'agriculture et la forêt qui pourraient compléter. Non, c'est le carbone fossile et le carbone vivant. Et vous, opérateurs de carbone vivant, il faut évidemment adopter des approches systémiques, complexes, parce que le vivant, c'est complexe et c'est plein d'interactions qui sont extrêmement difficiles à maîtriser. Alors, à partir de cette approche systémique, je voudrais juste un peu brosser quelles sont ma vision des grands potentiels de l'agriculture comme fournisseur d'énergie bas carbone demain. C'est juste un volet, mais c'est celui-là qu'on m'avait demandé de traiter. Alors, moi, je vois trois choses. Un, il y a eu depuis 10 ans un développement important de filières agro-industrielles qui sont les biocarburants. Toutes les études que nous pouvons mener montrent que le bilan net de ces biocarburants, lorsqu'on fait
l'impact de l'ensemble du cycle de vie, et pas uniquement celui de la substitution d'énergie fossile par rapport à de l'énergie de la bioénergie au niveau final, montre que le bilan est très mitigé. Je pense que, du coup, on est en train de modifier en profondeur les incitations économiques vers des systèmes de seconde ou troisième génération qui ne sont pas encore au point technologiquement. Et je pense qu'il y a d'autres formes extrêmement intéressantes de fourniture de bioénergie qui n'ont pas ces inconvénients. La première, c'est le biogaz. Alors, je ne le dis pas parce que c'est d'actualité. Moi, ça fait 5 à 6 ans que j'essaye partout où je vais, y compris chez les grands producteurs gaziers qui étaient totalement opposés à toute injection de forme de biogaz dans les réseaux. Je pense que le biogaz est quelque chose d'extrêmement important et véritablement un atout énorme que l'agriculture peut développer si elle y parvient pour approvisionner le système énergétique en énergie bas carbone. Pourquoi? Parce qu'à l'inverse des biocarburants, quand je regarde les impacts systémiques et les impacts en termes de cycle de vie à l'amont de la production du biogaz, je vois beaucoup de potentiel positif, puisque le biogaz est un élément qui permet d'améliorer le bilan, notamment en termes d'émissions de méthane par le traitement intelligent des déjections, parce qu'il permet de fournir un engrais organique, je ne sais plus comment on l'appelle du reste, le digestat. Merci. On a toujours besoin d'un syndicaliste à côté de soi. Le digestat, qui est un engrais organique beaucoup plus commode d'utilisation que d'autres formes. Et puis parce que lorsque j'étais il y a un mois, un peu plus, au Forum Énergie-Climat à l'Ouest, j'ai vu plusieurs gestionnaires de méthaniseurs qui me disaient « mais lorsque j'ai besoin d'optimiser, il faut que je rajoute du végétal et je peux faire des cultures intercalaires qui vont améliorer le couvert végétal et donc rentrer dans un cycle de stockage du carbone dans les sols. » Donc moi je pense que le biogaz, qui est quelque chose sur lequel nous avons pris un retard inouï, il y a pas plus de méthaniseurs agricoles en France qu'en Suède, alors qu'en Suède, il y a 10 fois moins de surface agricole. Je veux dire, bon, ce potentiel, il faut que l'agriculture s'en saisisse vite, s'en saisisse bien, s'en saisisse de façon collective, parce que vous allez avoir des concurrents. Et ces concurrents, ce sont des industriels qui ont certains moyens que n'ont pas parfois les agriculteurs, mais qui n'ont pas tous vos atouts. Troisième point, il y a une forme ancestrale de fourniture d'énergie qui est l'agroforesterie. Et je pense que cette agroforesterie, c'est une pratique agricole qui a totalement périclité. Au XXe siècle, on a éliminé plus de 1 million de haies. Capital écologique fantastique qu'on a. Bon. Le phénomène est à peu près endigué. Mais je pense qu'il y a énormément de voies à explorer sur la recherche d'une valorisation énergétique de la reconquête de la biodiversité agricole via les systèmes de réhabilitation des haies, via l'inclusion de plus de couvert végétal demain avec des valorisations énergétiques. Mais ces valorisations énergétiques ne suffiront, et je termine, rassurez-vous, parce que je pense qu'il commence à être un peu inquiet, ces valorisations énergétiques ne seront pas suffisantes. Le bois de bocage, même dans les régions où on en produit le plus, ce n'est pas ça qui va permettre de rentabiliser les travaux. Donc il faut rentrer dans des démarches de nouveaux modèles économiques. Et ces nouveaux modèles économiques, j'en ai vu certains se tester notamment dans le Grand Ouest avec un magnifique projet qui s'appelle Carbocage, où on essaye de trouver des leviers pour financer toutes les aménités environnementales. Donc je crois que ces projets nouveaux, ils naîtront si on trouve les bons modèles économiques, et ils naîtront d'autant plus facilement, y compris les filières biogaz de demain, qu'en même temps qu'on trouvera ces nouveaux modèles économiques, on tarifera de façon correcte les nuisances climatiques et environnementales que nous subissons à cause de notre dépendance actuelle aux fossiles. Et pour moi, il est évident que l'agriculture bas carbone de demain a un intérêt très fort à ce qu'on tarifie au bon coût
les coûts des dommages associés aux énergies fossiles. On reviendra tout à l'heure sur les modèles économiques parce qu'ils sont au cœur justement de la transition énergétique. Mais avant, Olivier Daugé, je rappelle que vous êtes administrateur FNSE en charge justement du dossier énergie-climat. Christian Depertuis a parlé justement de ces de ces nouveaux développements justement en termes de biogaz. On voit la difficulté du développement des méthaniseurs sur notre pays, le développement de l'agroforesterie. Donc, j'allais dire, à une agriculture qui est force de solutions pour pouvoir produire et avoir un impact sur le changement climatique, mais il y a aussi peut-être des choses à faire pour avoir une agriculture un peu plus résiliente et qui est moins consommatrice déjà de matières premières. Oui, non, tout à fait. Tout ce qui tourne autour du climat et des accords de Paris et de la transition énergétique, c'est de véritables enjeux pour l'agriculture, mais c'est aussi de véritables opportunités. C'est-à-dire qu'on replace l'agriculture comme une agriculture de solutions. On l'a parlé tout à l'heure de contrats de solutions en matière phytosanitaire. C'est pareil, l'agriculture, quand j'ai commencé à travailler le dossier il y a 3-4 ans, on n'était pas du tout vu comme un élément important du sujet, voire on était vu un peu comme le problème. L'agriculture, c'est la cause des accidents climatiques. L'agriculture ne doit pas produire d'énergie. Et je vais revenir justement sur la photosynthèse. Parce que l'agriculture doit produire de l'alimentaire, il ne faut pas qu'elle fasse autre chose. Donc on était dans un débat très, très négatif. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est vrai que l'agriculture déjà est première victime du climat et je ne vais pas l'apprendre ici à personne, c'est une évidence. Donc il faut qu'on travaille sur de la résilience, et je vais y revenir. Mais l'agriculture est cause, mais elle a aussi des solutions pour réduire ces causes. On pourrait en parler aussi par rapport au mode d'élevage, par rapport aussi au système de culture. Et puis surtout, l'agriculture là-dedans est solution. Elle est solution sur deux choses. C'est que c'est, le premier secteur, et quasiment le seul secteur avec la forêt, mais nos cousins germains de la forêt, qui est capable de capter les gaz à effet de serre. Et la deuxième, c'est que c'est le seul, 80% de la biomasse qui servira demain à faire de l'énergie, viendra de l'agriculture. Donc maintenant qu'on a dit ça, ça veut dire que ce sont des opportunités, mais il faut impérativement qu'on arrive à résoudre ce que moi j'appelle un peu l'équation générale, c'est-à-dire qu'on va devoir capter plus de gaz à effet de serre, donc plus de matière organique, production de plus de biomasse. On va devoir aussi répondre à de nouveaux enjeux de transition, on va devoir être plus résilient. Donc on a toute une série de choses, mais c'est peut-être une chance, parce que qui dit produire plus de biomasse, dit pouvoir répondre aussi plus facilement à cette transition énergétique. Avec un très gros défi maintenant que, je dirais que les choses, on pourra parler du biogaz après, avec les annonces positives qui ont été faites hier par le gouvernement, mais il faut impérativement que cette agriculture de solutions s'impose aussi en termes de complément de revenus. Le ministre Hulot l'a dit, donc c'est quand même important, c'est-à-dire que la transition énergétique doit être source de revenus pour l'agriculture. Mais ça vient d'être dit à l'instant, on n'a pas que des amis dans le monde énergétique. On a des amis, mais on n'a pas que des amis. Donc il faut qu'on arrive et ne pas tomber dans le piège de ce dont on a parlé dans la première série, c'est-à-dire le piège des grandes surfaces, c'est-à-dire de dire l'agriculture, finalement, elle peut nous donner pas cher ce qu'elle ne valorisait pas jusqu'à présent, parce qu'elle ne le valorisait pas, c'est soit des effluents, soit des déchets, soit de la biomasse, mais comme c'est immature, voilà. Donc il faut aussi que nous, on travaille en meute, c'est ce qui vient d'être dit aussi, et là je suis tout à fait d'accord, pour aller jusqu'au bout et exiger que ce soit véritablement par la photosynthèse. L'agriculture produit de l'énergie, qu'elle soit alimentaire ou non alimentaire, mais c'est l'énergie de la photosynthèse et qu'elle puisse être valorisée par l'agriculteur. Le véritable défi qu'on a, c'est là. Si on y arrive, ça permettra sans doute d'avoir des systèmes plus résilients. On le sait que les systèmes de couvert végétal et ainsi de suite sont plutôt plus résilients, notamment par rapport à l'eau. Et le grand débat de la dernière COP23 à Bonn, c'était produire plus avec moins. Donc ça montre que tout ça, et être plus résilient, c'est aussi avoir des systèmes qui permettent aux exploitations d'être plus durables demain, en répondant à une panoplie, suivant les territoires, une panoplie de production nécessaires qui ne seront pas les mêmes. On va faire du gaz à certains endroits, on va faire du photovoltaïque à d'autres. Suivant les zones, les besoins et les possibilités, le potentiel agricole, on fera des choses différentes. Mais c'est un sujet, les accords de Paris ont fait peur quand ils sont arrivés, parce qu'on montrait rapidement du doigt tous les secteurs économiques. C'est véritablement un sujet sur lequel on peut rebondir d'une manière positive. On n'est pas du tout dans le greenwashing, du tout dans ce genre de choses que peuvent faire certaines grandes entreprises. On est véritablement dans des solutions concrètes qui répondent à nos problèmes, à nos attentes, mais aussi
aux besoins de la société. Donc c'est pour ça que c'est un élément pour la FNSEA qui est très important. Et solutions territorialisées aussi. On est quand même sur, sur la création de valeur dans les territoires aussi. On a parlé du biogaz, je sais qu'il y a des gens de GRDF dans la salle. On a parlé des territoires tout à l'heure. Le gros avantage du gaz vert, c'est que c'est un gaz de territoire. C'est un gaz qui a des externalités positives sur l'ensemble du territoire. Ça permet de gérer les effluents. Et on sait qu'un digestat est beaucoup plus facile en termes d'épandage derrière, en termes de régulation et tout ça. Ça permet de créer des emplois sur l'ensemble du territoire. Ça permet de rendre des territoires plus ou moins autonomes en énergie. Ça permet demain, c'est un des points qu'on a obtenu, que nos tracteurs demain puissent aussi fonctionner au gaz. C'est un certain nombre de choses qui vont nous permettre, avec toutes ces externalités positives, d'apporter un plus. Aujourd'hui, les gens cherchent du territoire, ils cherchent de la proximité, ils cherchent de l'économie circulaire. On est en plein dans un cycle d'économie circulaire. C'est un des gros avantages de notre transition énergétique, du retour du non fossile en termes de transition énergétique, c'est qu'on va être indépendant par rapport aux pays étrangers. Et en termes de géopolitique, de géostratégie, déjà le coût de la balance commerciale. Mais aujourd'hui, qui sont les deux plus gros producteurs de gaz pour la France? C'est la Russie et c'est l'Algérie. Bon, on connaît les problèmes actuels et les tensions. Si Poutine décide dans un mois de fermer les vannes du gaz, on va avoir de très très gros problèmes. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à en sortir. Et la transition énergétique, je le rappelle, je termine juste là-dessus, elle est actée dans les accords de Paris. C'est-à-dire que la sortie du fossile, quand on entend le ministre Hulot dire en 2040, 2050, ça fait peur à tout le monde, mais elle est actée politiquement. Après, il faut qu'on trouve les solutions qui permettent, dans un mix énergétique, de trouver les solutions. On va parler de mix énergétique, on va parler de modèle économique. Je rebondis juste sur une des questions qui est apparue parce qu'il y a aussi une évolution réglementaire qui est nécessaire. Aujourd'hui, tous ceux qui ont fait l'expérience du méthaniseur et qui sont présents ici diront que les délais d'instruction sont trop longs et il y a besoin là aussi d'une simplification réglementaire. Ça fait déjà plusieurs années que vous les appelez de vos voeux, mais il faut peut-être se repréciser aussi que ce point-là est important. Ça fait partie des éléments qu'on a obtenus. C'est-à-dire on parle de guichet unique, on parle d'accélération, on parle de réduction des durées des traitements des dossiers ICPE et ainsi de suite. Il y a des pistes, il y a des choses mises en place. Maintenant, il faut que la mécanique se mette en place. Mais tout ça, ça fait partie. L'acceptabilité sociétale est aussi un véritable enjeu. Parce que vous avez à Paris tous les bons penseurs et tous les bien-penseurs qui disent qu'il faut aller vers du vert, la transition énergétique. Mais vous avez les mêmes, pas les mêmes, enfin les mêmes ONG qui, sur le terrain, sont les premières à aller au tribunal contre un méthaniseur. Donc il y a une véritable acceptation. Et je pense que nos ministres l'ont compris, Sébastien Lecornu l'a compris. J'ai eu l'occasion de rencontrer Brune Poirson il n'y a pas très longtemps, qui a été attaquée dans une réunion publique justement là-dessus. Comment vous pouvez autoriser les méthaniseurs? C'est du gaz, ça sent mauvais, c'est promouvoir l'agriculture industrielle, tout ce qu'on entend. Et elle a répondu du tac au tac, mais très bien, en disant, attendez, vous êtes les premiers à dire qu'il faut appliquer les accords de Paris, vous êtes les premiers à dire qu'il faut sortir du fossile. La seule solution, elle est dans ce mix énergétique. Donc si vous n'acceptez pas les solutions, ce n'est pas la peine d'accepter l'objectif. Et voilà, c'est une réponse du tac au tac, mais elle est vraiment, c'est dans cet état d'esprit qu'il faut essayer de faire comprendre aux gens que l'acceptabilité est d'avoir un méthaniseur. On parle aujourd'hui, 2030, de 6500, 7000 méthaniseurs, donc on arrive à des chiffres déjà très importants. Et si on veut remplacer demain totalement le gaz, et c'est l'objectif, on va arriver à plus de 20 000 méthaniseurs en France. On en est très loin. Le potentiel est là. Voilà, il faut l'acceptabilité. Christian Deperduy, on va revenir sur le modèle économique, parce que pour effectivement que le développement se fasse, il faut que la répartition, là encore, de la valeur ajoutée, elle soit intéressante pour l'agriculteur qui va fournir cette biomasse. Alors là, il y a plusieurs réflexions qui sont en cours. Est-ce qu'il faut financer et intégrer les externalités positives? Est-ce qu'il faut mettre une taxe carbone? Là aussi, quelle est votre réflexion par rapport justement au modèle économique? Je m'adresse à l'économiste que vous êtes, bien évidemment. Non, mais je ne vais pas me défausser. Je voulais juste apporter un complément à ce qui vient d'être dit, qui me paraît utile et important. C'est que dans les accords de Paris, il y a un nouveau concept en termes d'objectifs d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le concept de neutralité carbone. Et vous savez que cet objectif de neutralité carbone a été repris par un certain nombre de pays européens, la Suède, l'Allemagne et la France. Maintenant, quand on a démarré les plans climat, moi je faisais partie de la commission qui a travaillé là-dessus, on faisait le facteur 4. Il faut diviser par 4 les émissions. Maintenant, on dit qu'il faut être neutre en carbone à l'horizon 2050. Et moi, je pense que ça donne à l'agriculture un pouvoir de négociation et de positionnement très nouveau. Parce qu'on n'arrivera jamais à la neutralité carbone sans une mobilisation extrêmement forte
de l'agriculture pour, d'un côté, changer un certain nombre de ces pratiques. Il ne faut pas croire que ça va être demain en race gratuite. Bon, il va falloir réduire les émissions de méthane, mais vous êtes, avec la forêt, l'un des seuls secteurs à être capable de stocker du carbone. C'est pour ça que l'enjeu des sols agricoles est très important. Et ça, je pense que c'est nouveau dans le paysage et ça vous donne une légitimité importante de façon très, très proactive. Ils ont besoin de vous, hein, les brunes poissons, les Nicolas, ils ont besoin de vous parce que sinon, l'objectif de neutralité carbone, il est irréalisable sans les agriculteurs. Alors, les modèles économiques. Alors, deuxième point que je voulais rajouter quand même, c'est la question du temps. Et là, je pense que c'est très important. Tout à l'heure, j'ai bien écouté la dernière table ronde et le représentant de votre syndicat, dont j'ai oublié le nom, disait... Éric Thirouin. Éric Thirouin, il disait les transitions se conduisent avec du temps. Voilà, bon. Le problème avec le climat, c'est qu'on n'a pas le temps. L'horloge climatique, hein, c'est imparable. Une tonne de CO2 part dans l'atmosphère est liée pour plus de 100 ans. Et le stock qui est déjà accumulé va avoir des impacts très importants. Et si on n'arrête pas très rapidement cette accumulation de stock, on va aller vers des systèmes ingérables pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc cette question du temps, elle est très importante. Et malheureusement, sur le changement climatique, on n'a pas le temps. Et si on n'a pas le temps, il faut quelque part des instruments économiques qui vont booster les choses. Et moi, j'en connais qu'un seul. Il faut changer les systèmes de prix et il faut donner un coût aux nuisances climatiques. Un coût aux nuisances climatiques, ça s'appelle mettre en place un système qu'on peut appeler un système de marché de quotas ou un système de taxes. L'expérience montre que les systèmes de marché de quotas fonctionnant assez mal, quand on met un système de marché de quotas avec un prix plancher, c'est comme si on mettait une quasi-taxe, le système de taxe. Et je pense qu'on va aller, à mesure que l'urgence climatique va augmenter, vers des systèmes où on va tarifer correctement les nuisances du climat via du prix du carbone, via des taxes carbone. Et donc, je pense qu'il faut s'y préparer. Il vaut mieux s'y préparer et anticiper que de subir. Alors, est-ce qu'on peut régler la question? Pour moi, c'est la condition absolument indispensable. C'est la condition nécessaire. Elle n'est pas suffisante, mais si on ne passe pas par là, on ne sera jamais dans les temps de l'horloge climatique. Si on avait 100 ans, il n'y aurait pas de problème. Si on avait 50 ans, il n'y aurait pas de problème. Mais le 5e rapport du GIEC nous dit on a 20 ans. 20 ans. C'est quoi 20 ans pour transformer un système énergétique alors que 65% des Africains au sud du Sahara n'ont pas accès à l'électricité. Vous voyez, donc, bon. Alors, je pense qu'à côté de cette tarification de la nuisance climatique via la taxation du CO2 d'origine fossile, il faut être très inventif sur des nouveaux modèles économiques qui donnent une valeur positive à tous les projets qui permettent d'améliorer le climat, le stockage des sols et la biodiversité. Pour moi, ces questions sont très liées. Si on veut cheminer vers un système agricole qui demain stocke massivement du carbone, il faut restaurer la biodiversité. C'est mécanique. Hein. L'une des plus graves atteintes à la biodiversité agricole, ça a été l'élimination de plus d'1 million de haies, si vous voulez. C'est bon. Et donc, pour y aller, il faut trouver des modèles économiques positifs qui intègrent une valeur énergétique aux productions énergétiques, et il n'y a pas besoin de subventions pour ça. Il faut rajouter des valeurs environnementales qui sont liées au stockage du carbone, qui sont liées à la reconstitution de la biodiversité. Et ça, ces modèles économiques, aujourd'hui, ils n'existent pas. Il faut les créer via des expérimentations comme celle que j'ai vue avec Carbocage dans le Grand Ouest, qui consiste essentiellement à trouver des financements pour une agriculture multifonctionnelle, à rémunérer à la fois les débouchés énergétiques de la reconstitution des haies, les débouchés environnementaux, sous forme de... Donc ça c'est très important. On sait bien le faire pour le sol CO2. Je pense que pour la biodiversité, pour les questions de l'eau, c'est beaucoup plus difficile à faire, mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas faire des expérimentations pour le mettre au point le plus rapidement possible. Olivier Daugé, vos propositions, là aussi, pour la prise en charge de ces externalités positives, comme on dit. Alors, plusieurs choses, oui. Nous, encore une fois, l'objectif, évidemment, c'est d'apporter un revenu supplémentaire sur nos exploitations.
Donc, il peut y avoir un transfert, et il va y avoir sans doute un transfert des taxes ou des avantages entre le fossile et le non fossile. C'est la logique, parce que c'est vrai que je suis d'accord quand on voit les travaux du GIEC et tout ça, on n'a pas vraiment le temps, quoi. C'est une question quand même vraiment de plus en plus importante. Par contre, il faut véritablement intégrer toutes les externalités positives, j'en ai parlé tout à l'heure, qui doivent être intégrées d'une manière ou d'une autre, pas forcément dans le prix, mais dans un moyen qui permet à l'agriculteur d'avoir une récupération sur ce qu'il apporte comme solution. Je parlais du territoire tout à l'heure, mais la dynamique de territoire, c'est aussi un plus, c'est aussi une manière de redynamiser des territoires. Si c'est fait parce que l'on part sur ce genre de système, il faut qu'on le revalorise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tout n'est pas vert tout n'est pas positif dans le sujet. Il y a quand même encore aujourd'hui des gros débats entre, notamment liés au climat, sur la solution. En France, on a toujours un peu une solution, ça a été dit tout à l'heure, Small is beautiful, on a toujours un peu la solution de dire, pour avoir moins d'impact, ainsi de suite, il suffit de faire moins. Et aujourd'hui, les débats qu'on peut avoir avec le gouvernement, ce qu'on appelle la stratégie bas carbone, mais c'est l'objectif de baisser justement vers la neutralité carbone, on n'est pas sur l'efficience, on est sur la moindre production. Et on a des chiffres très importants de baisse de 40% de production, pas qu'agricole d'ailleurs, mais avec des objectifs 2050 très importants. Ce qui est très gênant là-dedans, c'est qu'en fait, on reporte sur les importations notre pollution à nous. C'est-à-dire que ça ne nous gêne pas d'importer plus, c'est tout le débat qu'on peut avoir sur les sujets du CETA, du Mercosur, ça ne nous gêne pas d'importer plus, on a eu le débat tout à l'heure, on peut parler, je vois les choses qui sortent sur les biocarburants. Les biocarburants première génération sont non seulement utiles, mais indispensables par rapport aux deuxième, et troisième et quatrième générations. Il y aura une évolution, parce qu'il y a une évolution dans tout. Mais on ne peut pas les détruire, sinon on risque de détruire complètement la filière. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut qu'on ait des politiques, alors il n'y en a pas encore beaucoup aujourd'hui, mais qui soient quand même particulièrement pas schizophrènes. Quand on voit ce que fait Total aujourd'hui avec l'aval du gouvernement d'ouvrir une usine en France avec 400 ou 500 000 tonnes d'huile de palme, qui vont sans doute mettre à mal nos usines à nous, et que la seule réponse du ministre que j'ai eue, était la réponse « Ah oui, mais vous comprenez, il y a 300 emplois en jeu chez Total », alors que dans les autres usines, on sait très bien que mais c'est aussi des emplois. Et Brune Poirson disant « Oui, mais Total nous a promis qu'ils allaient avec des nouveautés, découvrir… » Enfin bon, là on est dans le greenwashing. Donc il faut qu'on soit quand même responsable. La France toute seule ne résoudra pas le problème du climat. Et on a trop tendance… Et je me permets de le dire, on a trop tendance à être un peu notre village gaulois qui est tous dans toutes nos têtes. C'est-à-dire que nous, on va être bien, on va vivre bien, tout ça. Mais si on exporte nos problèmes, et si on va polluer ailleurs, et si on va déforester ailleurs, il faut plus parler efficience. L'important, c'est la consommation, c'est le gaspillage, c'est être meilleur en termes de production hectare avec le moins d'impact et avec un maximum de captage de gaz à effet de serre. Donc tout ça, et aussi de faire plus de biodiversité, ça on en est conscient, mais je pense qu'à partir du moment où on fait plus de biomasse et on a des systèmes plus complets, en termes d'assolement et tout, on augmente aussi la biodiversité. C'est aussi un des éléments qui permet demain d'augmenter. Donc les outils, on les a. On a les pistes, un peu comme le contrat de solution, il faut les travailler. Avec des haies sans doute dans certains secteurs, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il faut impérativement qu'on intègre, et je l'ai dit le jour à Brune Poirson, qu'on intègre dans les accords internationaux commerciaux l'accord de Paris. L'accord de Paris ne s'impose pas aux accords commerciaux aujourd'hui, tels qu'ils sont. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les accords commerciaux peuvent casser complètement la volonté de respecter. Il faut impérativement, comme on le fait pour certains autres, les accords de Paris s'imposent à l'Europe et à la France, il faut qu'on arrive à les imposer, alors par une taxe carbone, par je ne sais pas quoi, mais il faut qu'on arrive à les rentrer pour pas qu'il y ait des impairs de ce côté-là. Allez, on continue à prendre vos questions. Une question qui rebondit un peu. Vous avez parlé de Total tout à l'heure, mais il y a une question qui revient régulièrement, qui est de dire finalement, oui, faisons des méthaniseurs, il n'y a pas de problème, mais ne laissons pas les industriels le faire à notre place. Donc là aussi, Christiane de Pertuis, j'aimerais avoir votre avis sur le fait que finalement, on veut avoir des méthaniseurs dans les territoires, mais est-ce que finalement, il ne faut pas aussi se défendre des grands acteurs gaziers nationaux et internationaux ? C'est évident. C'est évident que vous êtes dans un monde de compétition et que vous allez devoir développer des atouts spécifiques qui sont vos atouts que n'a pas Total et que n'a pas Engie, que n'a pas EDF, si vous voulez, parce que la compétition, elle est très importante. Bon. Et c'est quoi vos atouts? Bon, moi, je pense que sur le territoire, ils sont évidemment votre lien à la nature. Bon. Ils sont évidemment la possibilité que vous allez avoir
développer une traçabilité. Et moi, je pense qu'il y aura un débat tout à l'heure sur la transition numérique, mais le numérique va être un outil majeur de captation des marchés, hein, si vous arrivez, parce que l'ubérisation de l'économie, ça ne touche pas que les taxis. Ça va toucher évidemment les produits bio, tout ça. Bon, donc ça c'est majeur. Bon, mais c'est vous. Ben, donc j'introduis votre table. C'est super. Hein, voilà. La transition sera faite. Et puis je voudrais dire 2 mots sur l'innovation. Bon, parce que moi il y a un truc qui m'agace beaucoup, c'est que quand on parle de moins le biogaz, mais quand on parle d'agroforesterie, on a l'impression de revenir à l'âge de papa, si vous voulez. Mais c'est de l'innovation majeure. Maîtriser les interactions entre le vivant, entre le couvert végétal, les arbres, les sols, c'est de la très haute technologie. Et elle est beaucoup plus complexe à conduire pour les agriculteurs que de mettre des doses à l'hectare qui ont été calculées par la coopérative sur des bases de normes INRAD il y a 20 ans, si vous voulez. Bon. Et donc, cette question d'innovation, il ne faut pas la sous-estimer. C'est véritablement un choc d'innovation qu'il va y avoir dans l'agriculture, de même que dans le système énergétique, ils font aussi face à des chocs d'innovation. Hein. Et les mastodontes, les Total, les EDF, dont manifestement, je vois bien que vous avez peur que ce soit les Leclerc et les Carrefour de demain. Bon, mais eux, ils ont une très grande fragilité. C'est qu'ils sont complètement bloqués dans des systèmes hérités des énergies fossiles ou des énergies nucléaires, qui sont des systèmes centralisés de distribution. Vous êtes dans les territoires, vous avez des atouts différents. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut construire des modèles économiques de demain. Je dis un mot pour terminer quand même sur l'international et les accords climatiques, si vous m'y autorisez. Bon, c'est la grande faiblesse de l'accord de Paris. Il y a 2 grandes faiblesses dans l'accord de Paris. La première, c'est qu'il ne dit rien de sérieux sur le prix du carbone. Tant qu'on ne sera pas capable de négocier le prix du carbone avec la Russie, l'Arabie Saoudite et ces pays-là, évidemment, on ne sera jamais dans le bon tempo. Et 2, il ne dit rien d'explicite sur le commerce. Bon. Moi, je pense que ce serait une très grave erreur, au nom des risques de fuite de carbone par le commerce international, de ralentir le rythme de notre transition. Je pense que ce serait une très grave erreur. Et je trouve que votre présentation peut être un tout petit peu ambiguë sous cet angle-là. Je ne voudrais pas du tout créer, on est d'accord sur 80% des trucs, mais moi je passe ma vie à entendre des industriels qui m'expliquent que sur le marché des quotas en Europe, il ne faut pas augmenter le prix du carbone parce qu'il y a un risque de fuite de carbone. Bon, il y a des risques de fuite de carbone, ils sont limités en général. Dès qu'on les identifie bien au niveau européen, on essaye de les endiguer. Et bien évidemment, la bataille climatique se gagnera à l'international, mais ça ne nous donne, nous, aucun prétexte pour ralentir la transition sur nos territoires. Olivier Daugé, en conclusion. Très rapidement, ouais, sur ce dernier point, ce n'est pas de fermer les frontières. Hein. C'est d'intégrer un coût climatique au produit. C'est-à-dire d'intégrer d'une manière ou d'une autre le climat dans le coût du produit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a quand même un atout, alors les territoires, on a un atout énorme, c'est que la matière première, elle est chez nous. 80% de la matière première est chez nous. Donc l'atout, c'est d'arriver à ne pas qu'on nous l'enlève sans la valoriser. Et la troisième, je peux vous dire, et notamment, je peux le dire là, sur tout ce qui est biogaz, les réseaux, et GRDF, GRT Gaz, notamment sur le gaz, on travaille complètement ensemble, et ce qu'on obtient, on l'obtient ensemble, parce que l'intérêt aujourd'hui des réseaux, c'est de trouver le gaz vert sur les territoires, parce que la sortie du fossile, voilà, si demain il n'y a plus de fossiles, les réseaux n'ont plus de raison d'être, sauf à changer les types changer leur système pour avoir du réseau vert. Donc on a aussi des alliés dans les groupes énergétiques. Mais surtout, nous, on a la matière première. Donc c'est à nous d'être assez forts pour ne pas se la faire prendre. Je voulais juste dire qu'on est en train de lancer à la chaire 2 thèses sur la gestion des réseaux gaziers décentralisés avec le biogaz. Donc c'est effectivement passionnant, ça pose plein de questions très intéressantes, techniques, mais aussi économiques en termes de tarification. Donc, qui dit tarification dit aussi recette que vous aurez demain. Merci Christian de Pertuis, merci Olivier Daugé pour cette table ronde.